Bah, écoutez, moi je considère que ça fait partie de la racaille médiatique, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, et alors ce qui est gênant, c'est qu'elle est payée par nos impôts. Et le plus étonnant, si vous voulez, bon, bien sûr, son geste est absolument inadmissible et scandaleux, d'un mauvais goût, mais alors, je ne vous raconte pas, de faire ça, de faire une moustache de Hitler sur une personne d'origine juive le jour de Kippour, mais alors, elle les cumule, hein, si je puis me permettre. Le plus étonnant, c'est qu'effectivement, personne dans la sphère médiatico-politique habituelle dominante n'a eu le moindre mot pour s'en scandaliser. J'ai vu des articles dans Marianne, j'ai vu des positions exprimées par certains sur Twitter. Oui, mais Marianne, non, mais vous ne pouvez pas dire que l'ensemble de la classe médiatique, c'est... Vous avez entendu quelque chose de la part de France Info, de France Culture? C'est son employeur, donc j'imagine qu'ils sont embarrassés, parce qu'effectivement, c'est pas drôle. De France 2, de France Télévisions? Non, mais pour l'instant, rien. Voilà, on espère, rien. On attend peut-être une prise de position. Alors moi, je ne comprends pas l'argument qui consiste à dire « Ah non, mais n'y voyez aucun antisémitisme, etc. » Enfin, je ne comprends pas, quand on avait brocardé Daniel Obono, on avait dit « On brocarde une noire ». Et c'est scandaleux. Donc quand on brocarde Éric Zemmour, on brocarde quoi? Un juif, non? Ou ça, c'est pas la même chose? Je ne sais pas quel est l'intérêt de Charline Vanhoenacker. Peut-être simplement de la dérision et qui ne marche pas. Non, c'est de la bêtise. Non, mais peut-être que c'est de la bêtise. Peut-être que c'est de la bêtise. Non, mais le problème, c'est que c'est un deux poids, deux mesures permanent. Vous savez, cette France Inter, c'était cette radio sur laquelle il y avait eu deux crétins qui s'étaient produits en chantant Jésus est pédé. Là, ça avait fait rire tous les gauchos progressistes. Ils auraient chanté Mahomet et pédé, ils auraient osé? Mais ils n'auraient pas osé. Donc là, c'est pareil. Ces gens-là sont moi, je vous l'ai dit, je trouve que c'est bête. Je trouve que c'est pas drôle. Mais est-ce qu'on n'est pas Charlie dans ce pays? Pardon. On n'est pas Charline, en tout cas. Vous êtes bon, en tout cas. Là, au moins, vous êtes drôle. Prisca Thévenot. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que ça, c'est... En fait, je pense qu'il a habilement joué un angle mort juridique. Je vous rappelle quand même que le CSA juge en droit. Je vous pose la question sur la candidature. Vous parlez du CSA. Oui, parce que sa candidature, tant qu'elle n'est pas officielle, tant qu'il n'a pas fait acte de candidature, juridiquement et au regard du CSA, par exemple, il n'est pas candidat. Voilà, le CSA, c'est pas Gala et c'est pas People. Hein. Le CSA, il juge en droit, il juge pas sur des rumeurs ou des ragots. Voilà. Je suis d'accord avec vous, il y a un deux poids deux mesures, il y a une hypocrisie. Alors ça, c'est la première chose. En revanche, est-ce que ce n'est pas, encore une fois, je vous repose la question, trop facile de faire des séances de dédicaces avec des meetings comme ce soir à Toulon, mais ne toujours pas dire qu'il est candidat officiellement. Alors, vous avez parfaitement raison, mais dans ce cas-là, moi, je tire le bâton que vous m'avez tendu, la perche que vous m'avez tendue, en vous disant que très bien, si on considère effectivement, et on semble considérer que Zemmour est candidat, et officiellement candidat à la présidence, dans ce cas-là, tous les détracteurs de Zemmour, y compris ceux qui sont dans le camp politique, qui font comme cette Charline et d'autres, eh ben, ils doivent être décomptés aussi au titre d'autres candidats. Vous ne répondez, j'arriverai pas, vous ne répondez pas à ma question. C'est quoi la question? Je ne vous parle pas du temps de parole. Mais la question, moi je ne peux pas vous dire que Éric Zemmour est candidat alors qu'il ne l'est pas officiellement. La question qui était, le débat qui était initialement lancé par Prisca Thévenot, c'est pourquoi parle-t-on autant d'Éric Zemmour? Alors ça, je vais vous répondre. Moi je réponds à Prisca Thévenot, dans une séquence Zemmour, dans une séquence médiatique. Mais vous avez raison. Il y a un livre qui sort, parce que aussi... un meeting, mais aussi ce qui ressemble à un meeting de campagne. Et pour autant, on ménage le suspense. Monsieur Signor, sur sa candidature. Vous avez été sur d'autres chaînes et vous savez très bien qu'en 2016-2017, lorsqu'un grand nombre de médias, au premier rang desquels une des chaînes concurrentes immédiates de CNews, faisait quasiment la campagne d'Emmanuel Macron, que tous les magazines et les hebdomadaires, il y avait la photo d'Emmanuel Macron qui était affichée, et bien là, Prisca Thévenot et ses amis n'ont pas été pris de convulsions épileptiques en disant « Oh là là, mais on nous obsède avec Macron ». Là, ça lui allait bien parce que c'était son candidat. Maintenant qu'effectivement Zemmour n'est pas son candidat, je comprends sa réaction. Mais comme vous le dites, il y a un temps pour tout. Il y a avant une présidentielle, il y a un temps. Voilà. Tu parlais du candidat. Il est bien candidat, alors. Non, mais vous venez de dire candidat. Mais moi, je suis pas son porte-parole. Pourquoi vous m'assaillez de questions comme ça? Je pense que dans l'échiquier que représente ce plateau, vous en êtes le plus proche. Alors. Bon, c'est le discours sur l'Europe, si vous voulez, effectivement, qui fait grandir la France pays ouvert, etc. Je ne vais même pas y répondre parce que plus aucun Français ne croit à ces salades. Je veux dire, on voit bien que depuis une trentaine d'années, depuis la construction européenne, la France n'est pas devenue un pays plus fort grâce à l'Europe. La France s'est affaiblie. Quant à dire que si on refait France et qu'on a une vision nationale, on se referme sur nous-mêmes, c'est plutôt le contraire parce qu'il ne vous a pas échappé que la France n'a pas attendu l'Europe pour être présente sur tous les continents du monde et être un des pays
les plus ouverts du monde. Donc arrêtez de nous faire croire que la France n'a été ouverte que grâce à l'Europe. C'est plutôt le contraire d'ailleurs. Sur l'histoire des prénoms, c'est quelque chose... Non mais justement, c'est quelque chose de très très important. C'est quelque chose de symbolique. Vous savez, la loi sur la parité, on a dit pendant des années, on va laisser faire les choses. Les femmes vont arriver naturellement. Et bien quand ça s'est pas fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une loi pour forcer les partis politiques et les listes électorales à avoir à parité de femmes. Quand vous avez au bout de la deuxième ou de la troisième génération des Français qui ont la nationalité française, qui sont les fils ou les petits-fils ou les arrière-petits-fils d'immigrés et qui s'appellent toujours Mohamed ou qui s'appellent toujours Abdoulaye, eh bien il faut une loi pour forcer les gens, effectivement à faire France. Voilà. Bon. Ce que je voulais dire, c'est que contrairement à ce qu'on croit, le prénom est un symbole très important d'appartenance identitaire. Vous savez, dans identité nationale, il y a le mot identique. C'est-à-dire que lorsque, au bout de la deuxième ou de la troisième génération, on continue à porter le prénom du pays d'origine de ses parents ou de ses arrière-grands-parents, il y a un problème. Ça fait partie de notre culture. Et si vous voulez vous assimiler, vous avez beaucoup plus de chances ensuite de réussir en France, c'est-à-dire de trouver un travail, de trouver un logement, etc. Ça va de pair, si vous voulez. On peut à la limite être d'accord sur le constat, parce que c'est vrai, quand on voit la discrimination qui est faite sur les CV, sur les entretiens d'embauche, quand on ne porte pas un prénom français, cela existe, cette discrimination. Pour autant, chacun est libre de donner le prénom qu'il souhaite à son enfant, Pierre-Yves Bournazel. Déjà, il y a cette liberté, effectivement, qui me paraît fondamentale, de choisir le prénom de son enfant. Je veux dire, qu'est-ce qu'on va dire à toutes ces personnes qui se sentent profondément français, qui aiment la France, qui travaillent, qui se comportent bien, qui sont des bons citoyens et qui s'appellent peut-être, c'est peut-être ça qui gêne Samir ou moi-même, mais qui peuvent s'appeler Sveltana ou Jessica, qui ont aussi leur parcours, leur histoire. C'est étranger de manière générale, c'est pas simplement le prénom arabe. Et qui peuvent avoir... Même Loïc ne marcherait pas dans la loi qui était... Qui peuvent avoir simplement... C'était interdit par la loi que veut rétablir Éric Zemmour. Qui peuvent avoir simplement le prénom de leur grand-père ou de leur grand-mère. Voilà, simplement. C'est ça ici une histoire de famille, c'est que souvent on a le prénom de son grand-père ou de sa grand-mère. Monsieur Bournazel, parce qu'il y a un héritage et il ne faut pas... vous savez très bien qu'à des générations d'immigrés, on leur a appris, nos ancêtres les Gaulois. Moi, je suis assez fier que la France m'ait donné des ancêtres qui sont les Gaulois et ceux qui les ont précédés, parce que je suis devenu aussi, comme par procuration, par adoption, un enfant de France, même si moi je suis né à l'étranger. J'ai mes parents qui ne sont pas, et mes arrière-grands-parents et mes ancêtres étaient des pharaons, ce n'étaient pas des Gaulois, mais je peux aussi dire mes ancêtres les Gaulois, parce que ça fait 41 ans que je vis en France, mes enfants sont français, donc je me sens pleinement français. Voilà. Les Prénoms sont aussi intégrés que moi, et elles ne portent pas des noms ce qui est extraordinaire, c'est que les mêmes en fait qui brocardent la proposition d'Éric Zemmour de transformer, enfin de faire en sorte que les gens s'appellent avec des prénoms français, sont les mêmes qui vont applaudir lorsque Jean-Baptiste va devenir Mohamed après une conversion à l'islam. Mais où c'est que vous trouvez ces gens-là? Les mêmes. C'est pour ça que je vous dis, débat jamais avec les gens du plateau. C'est-à-dire qu'ils débattent sur les arguments qui sont dans le plateau. C'est ça, c'est que... Attendez, quand Cassius Clay devient Mohamed Ali, tout le monde applaudit en disant il a pris une nouvelle identité, c'est normal puisqu'il a embrassé une nouvelle religion qui est aussi un code identitaire. Débattez avec nous, Jean-Messia. Débattez avec nous, débattez pas avec le monde entier. La deuxième chose clé, c'est qu'il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. Moi, j'en ai assez, si vous voulez, des gens qui vous disent « Moi, je suis français, je suis fier d'être français, mais je chante jamais la Marseillaise. J'affiche jamais le drapeau français et je veux pas m'appeler comme les Français. » Alors, il a de quoi, ce français, ce mec-là? Rien. Sujet brûlant. Bien sûr qu'il faut rendre hommage aux harkis, il faut les indemniser, il faut reconnaître... le sacrifice qu'ils ont fait pour la France et reconnaître effectivement que la France les a maltraités au lendemain des accords d'Évian. Mais par-delà ça, je pense que surtout que Emmanuel Macron est un président qui aura apporté, comment dirais-je, une certaine honte d'être français au pinacle. C'est-à-dire qu'en fait, Emmanuel Macron ne rend pas, à mon avis, sincèrement hommage aux harkis parce qu'ils ont choisi la France, parce qu'ils avaient une certaine idée de la France. Attendez, il n'a pas prononcé son discours. Il va rendre, non, mais dans son fort intérieur et vu son logiciel idéologique, je pense qu'il rend hommage aux harkis parce que c'est aussi une manière... encore une fois, de venir dire que la France a été un pays odieux. Alors, il se trouve qu'effectivement, la France n'a pas été exemplaire avec les harkis, mais quand on jauge, si vous voulez, de cette démarche à l'aune de toutes les séquences mémorielles d'Emmanuel Macron, on se rend compte qu'en fait, Emmanuel Macron est un président qui prend plaisir, je dirais, à accabler son pays.
célébrer et commémorer la mémoire de Napoléon, par exemple, à chaque fois que la France a été sur le podium aux Olympiades des horreurs historiques, Emmanuel Macron a été là pour dire, voyez, nous avons un pays, nous avons commis des crimes, la France a été un pays odieux, la France a été un pays raciste, antisémite, etc. C'est pas une manière, donc moi, c'est juste Durand... pour terminer, je pense que là, en l'occurrence, il a raison, parce que effectivement, les harkis... Vous le dites vous-même, Jean Messia, et je voudrais entendre Pierre-Yves Bournazel sur ce sujet, dès qu'on ouvre le chapitre mémoriel, ça crée des tensions, ça crée des clivages, alors que l'objectif initial, c'est quand même de réconcilier, justement... Non, mais surtout, à force de multiplier ces séquences, on peut se prendre le pied dans le tapis. C'est-à-dire, comment voulez-vous d'un côté... Vous avez semblant de pas m'entendre tout à l'heure, il a aussi parlé de Napoléon. Non, mais je sais bien, mais comment voulez-vous d'un côté passer votre quinquennat à présenter périodiquement des excuses aux Algériens, à aller vous fouetter en disant que la France a commis un crime contre l'humanité en Algérie par la colonisation, et en même temps venir aujourd'hui, je dirais, commémorer les harkis. Au bout d'un moment, vos cérémonies mémorielles se percutent. Ça n'a plus de sens. C'est vrai qu'on peut s'y perdre, Pierre-Yves Bournazel, entre les propos du candidat Macron sur le crime de l'humanité dû à la colonisation en Algérie, et aujourd'hui ce rapport Stora, et la reconnaissance des manquements de la République pour les harkis. Mérite cela, mais je crains que dans le logiciel d'Emmanuel Macron, ça ne se limite pas, ce discours et cette cérémonie, aux seuls harkis, mais que ça lui permette, encore une fois, de dire tout le mal qu'il pense de notre pays. Et de toutes parts. Alors, le problème, si vous voulez, c'est qu'en France, nous ne sommes pas dans un terrain vague où il y aurait des concurrences identitaires dont on pourrait ensuite venir parler de tenaille. La France a une identité nationale. Et donc, si vous voulez comprendre l'honnêteté du discours politique, il faut savoir qui parle le mieux de la France à la France. C'est certainement pas Madame Taubira et encore moins Madame Coffin. D'accord ? Il y a Éric Zemmour, c'est pas le seul. Je pense que Marine Le Pen aussi a un discours. Il y a même chez les Républicains également des gens comme Éric Ciotti qui parlent de... Voilà. Donc, en fait, le logiciel, il y a une identité nationale qu'on s'est évidemment acharné à nier pendant 40 ans, tant et si bien qu'aujourd'hui, on parle de concurrence identitaire et de tenaille identitaire. Bizarrement, cette expression n'existe dans aucun autre pays du monde parce que les autres pays du monde ont et reconnaissent et endossent l'idée qu'ils ont une identité nationale. Je reviens sur les propos de Madame Taubira. Madame Taubira démontre par sa trajectoire personnelle, l'absurdité des théories qu'elle fait métier de défendre. Elle dit que la France est un pays qui humilie. Mais attendez, elle sort d'où, Madame Taubira ? C'est quelqu'un qui vient de Guyane, qui, grâce à la méritocratie républicaine, a gravi tous les échelons de la République jusqu'à devenir ministre. Elle n'a jamais dit un seul mot sur ce parcours. Elle n'a jamais dit un seul mot sur le pays qui lui avait permis une telle ascension. Elle n'a jamais dit un seul mot de positif sur la France. Moi, j'appelle ça de l'ingratitude et de l'ingratitude antinationale. Parce que si une personne comme ça, qui part de là où elle est pour devenir ministre, tient ce discours sur la France, comment voulez-vous qu'ensuite on aille expliquer à la jeunesse qui a tant de mal à se sentir française, qui a tant de mal à être fière de son pays, comment voulez-vous qu'on inculque l'idée nationale et la fierté d'être français à des jeunes qui sont en perte de repères. Ce qui est bien avec vous, c'est qu'on vient de découvrir que Christiane Taubira avait un concurrent de poids dans le lyrisme pour faire passer une idée. Non, oui, peut-être, mais en tout cas, moi, je fais passer une idée qui parle aux gens. Je ne fais pas passer une idée d'amertume, d'ingratitude. En plus, pour une fois,